Bonjour Charlène, je te souhaite la bienvenue au coffre à outils RH pour mieux connecter, des entrevues inspirantes de personnes qui sont leurs propres ressources humaines, prennent leur place et sèment l'espoir. Wow! Comment tu veux que je m'introduise après ça? C'est sharp. Salut Lynn, ça va bien? Oui, ça va super bien. Toi, Charlène, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ben là, je peux me présenter. En quelques mots, on va voir. Mais oui, je vais me présenter. Dans le fond, moi, je suis Charlène. Je suis copropriétaire de l'entreprise Humanify avec deux autres actionnaires qui sont Patrick et Martin. Et j'évolue dans la sphère du recrutement en fait depuis 2015. Mon arrivée au Canada a marqué un tournant dans ma carrière en fait. Donc, je me suis concentrée sur le recrutement. Et mon rôle en particulier, en plus de la gestion d'entreprise en tant que telle, c'est vraiment de me concentrer sur tout ce qui est visibilité, branding, image de marque, communauté. On a vraiment une approche très forte de communauté chez nous. Puis évidemment, le succès client, donc tout ce qui touche au recrutement. Comment on fait pour que nos clients soient meilleurs à recruter, soient efficaces dans l'acquisition de talents, pas simplement sur le terrain, mais aussi en salle de classe, entre guillemets, donc dans leur processus, leurs outils, puis beaucoup aussi sur l'attraction et le storytelling. Voilà, quelques mots. C'est bien résumé. C'est ça, moi, je te suis, j'aime beaucoup suivre tes infolettres. Puis la dernière, ça parlait du choix du recrutement empathique. Et Oui. en te lisant, j'ai fait un gros wow. Puis je me suis dit, c'est comme quelle belle, euh, quelle belle conversation pour un balado. Donc, de là, mon invitation aujourd'hui à te recevoir. Donc, ce que je propose aux gens qui vont nous écouter, c'est de voir ensemble les points suivants comme menu. C'est qu'est-ce que le recrutement empathique? En quoi c'est un choix? Comment vous l'appliquez chez Humanify? Puis peut-être quelques petits conseils là, pour les gens qui voudraient appliquer le recrutement empathique. Donc, C'est parti, je me lance. oui, Merci déjà, Lynn, pour l'infolette. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une initiative qui est particulière parce que j'ai un style rédactionnel bien à moi. Et puis des fois, on se perd un petit peu là dans ces choses-là. On essaye d'un petit peu de se faire influencer par ce qui se fait, mais j'apprécie beaucoup que ça te plaise, Lynn. J'essaie de rester intègre à ma marque à moi. Euh, le recrutement empathique, pourquoi j'en ai parlé dans l'infolettre? En fait, je vais faire une remise en contexte. C'est parce que sur les 2 dernières années, depuis la pandémie, le marché s'est vraiment concentré, et pour le plus grand bien de tout le monde, sur l'expérience candidat. Comment on fait pour bien traiter nos candidats? Comment on fait pour convertir nos candidats correctement? Parce que, tu sais, je veux dire, c'est pas une surprise, là, la pénurie de main-d'œuvre est sur toutes les lèvres depuis plus que 2 ans, là, mais depuis 2 ans, ça s'est accentué avec la pandémie. Je pense que ce qui fait aussi que le recrutement empathique est sur mes lèvres et pas que sur les miennes, c'est que les candidats aussi ont un peu plus réfléchi à ce qu'ils avaient besoin. La pandémie leur a fait faire un espèce de step back, désolé pour les anglicismes, sur ce qu'ils veulent, leur motivation, pourquoi ils sont au travail, qu'est-ce qui les fait se lever le matin. Et ça a poussé, ça a changé la manière dont on recrutait parce que les entreprises se sont dit, OK, j'ai plus le choix de bien faire les choses. Parce que j'ai tellement un marché tendu, un bassin réduit, la compétition féroce, l'augmentation des salaires partout, que je vais être obligée d'être encore plus efficace dans mes processus. Puis pour être plus efficace, il faut que je recentre le candidat au cœur de celui-ci. Et c'est pour ça que je pense que le recrutement empathique, c'est un petit peu plus développé ces 2 dernières années. Et un recrutement empathique, c'est quoi? C'est un recrutement qui prend plus en compte les besoins humains d'un candidat, qui réhumanise des processus parfois un peu trop transactionnels, trop longs, pas assez réactifs. C'est ma définition du recrutement empathique. C'est pas la définition du dictionnaire, mais c'est comme ça que je le catégorise. Euh, Puis la raison pour laquelle je disais que je l'ai remis sur le devant, c'est que il y a un ralentissement du marché que tout le monde voit. Là, le mot récession sort beaucoup. Je ne pense pas qu'on y est encore, mais ça présage que c'est une forte probabilité que ça arrive. Ce que ça fait, c'est que les entreprises ralentissent, les besoins de main-d'œuvre ralentissent. Il y a beaucoup eu de vagues de licenciements ces derniers temps en tech puis ailleurs. Et ça, ce que j'avais peur que ça fasse, c'est que ben, je vais faire une analogie. On parlait d'analogie dans nos rencontres précédentes. C'est un peu comme si ça faisait 2 ans qu'on allait au gym pour des raisons de santé. Que le médecin a dit non, là, il est temps d'aller au gym, tu n'as pas le choix, il faut faire des efforts. C'est pas un choix pour toi, il faut le faire. Fait que là, ça fait 2 ans qu'on va au gym, puis que là, on voit le médecin, puis qui nous dit tes raisons de santé, finalement, c'est correct. Tu peux y aller si tu veux au gym, mais tu n'es plus obligé.
Fait que là, je trouve que ce serait un peu dommage de mettre à la poubelle 2 ans d'efforts, puis de commencer à manger, je vais faire une généralité, mais manger 3 sacs de chips par jour, là, c'est peut-être pas le bon moment pour faire ça. C'est ça ma peur, c'est qu'on reprenne des mauvaises habitudes qu'on avait réussi à progressivement casser au fur et à mesure. Les équipes d'acquisition de talents du marché là sont épuisées parce qu'elles ont beaucoup travaillé dans l'éducation des gestionnaires, l'éducation des équipes internes, la mise en place de données, de mesures précises pour être capable d'améliorer leur expérience. Ça a été de l'investissement monétaire, mais beaucoup humain. Et j'avais peur que, et j'ai encore peur, je ne suis pas résolue, mais c'est que justement le recrutement empathique qu'on a fait ces 2 dernières années par obligation, ben, j'ai peur qu'on ne les fasse plus par choix, dans le sens où on a le choix maintenant de le faire ou pas, ce recrutement empathique, parce que c'est un petit peu moins tendu. Euh, Ça va vite de reprendre les mauvaises habitudes dans tout domaine, professionnel ou personnel. Et c'est pour ça que j'ai partagé ça dans l'infolette. Fait que je pense que c'est une réflexion qui nous concerne tous, candidats, recruteurs, CEO, directeurs. C'est pas, la théorie, elle est belle de dire, ben non, non, je ne vais pas retourner dans mes mauvaises habitudes. Là, je suis confiant que je vais continuer dans la bonne route, mais il va falloir beaucoup de pratique et beaucoup d'éducation, je pense, pour que les équipes d'acquisition de talent puissent continuer leurs efforts là, dans les bonnes directions. As-tu des exemples de ce que serait un recrutement empathique versus ce que n'est pas un recrutement empathique là, sur le terrain? Qu'est-ce qui est vécu par les candidats, par exemple? Oui, ben oui, oui, bien sûr. Ben, il y a une chose qui est au cœur de tout ça. Je vais parler plus des entrevues ou en tout cas des rencontres, mettons. On va parler de ça. C'est que le recrutement empathique, pour moi, il se traduit plutôt d'une manière très simple, c'est qu'il faut savoir faire arriver des conversations honnêtes et savoir faire en sorte que le candidat sache aller dans une zone de vulnérabilité dans une entrevue. Pour moi, c'est ça le recrutement empathique, c'est d'être empathique envers un candidat en sachant que le candidat, il n'est pas parfait, il est nerveux, il ne va pas remplir 100% des choses. Lui aussi, il est en train de nous évaluer. Et on n'est pas les seuls sur la carte. Il a peut-être une situation personnelle compliquée avec la pandémie, une santé mentale un petit peu plus fragile. Il y a plein d'éléments comme ça là, qui se mettent en face. C'est d'être empathique assez pour prendre ces éléments-là et les mettre en faveur du candidat et de lui offrir l'espace pour en parler librement. C'est pas facile parce on n'est pas dans un pays de licorne. Là, on a quand même un rôle d'évaluation à faire en entrevue. Mais je trouve que justement, d'évaluer un candidat dans une situation où il enlève ses barrières et où il est vraiment lui-même, c'est là qu'on va shiner le plus et qu'on va être capable de faire un recrutement efficace. Donc ça, c'est un exemple. De faire arriver des conversations, d'enlever des barrières au candidat, de lui poser les vraies questions, tout en lui expliquant que ces questions-là, c'est pas un piège, c'est pas fait pour le piéger ou quoi que ce soit, c'est vraiment fait pour être certain qu'on correspond à ce qu'il a besoin. Donc, recentrer la conversation sur ça. Avant que tu Ouais. continues, j'aimerais ça que as-tu des exemples de questions à brûle-pourpoint de qu'est-ce qu'on pouvait demander avant versus maintenant pour créer l'espace nécessaire au candidat? Ouais, écoute, une question pour demander à un candidat comment Oui, écoute, tu pourrais simplement lui dire comment est-ce que tu as vécu la pandémie ces 2 dernières années? Juste ça, ça change la conversation. On ne parle pas de ton évaluation de projet. On n'est pas en train de parler de cite-moi tes plus grosses réussites professionnelles, mais ça va en parler quand même de cette personne-là, de comment est-ce qu'elle a été résiliente, comment est-ce qu'elle a fait face à une difficulté peut-être mentale, familiale. Puis ils ne sont pas obligés de rentrer dans les détails s'ils ne veulent pas en parler, les candidats. Ils vont être capables de naviguer là-dedans la plupart et de lui dire d'ailleurs, je ne suis pas là pour savoir ta vie personnelle, il y a des choses qui sont complètement intimes, mais parle-moi de quelque chose dans la pandémie, si tu devais m'en parler maintenant, comment tu l'as vécu en tant qu'employé? Tu sais, parlons en tant qu'employé, je ne te demande pas ta vie personnelle. Ça, c'est une très bonne question, je trouve, pour casser le cadre formel parce que ça crée une connexion entre lui et toi parce que tu es un humain aussi qui a vécu la pandémie. Tu vas pouvoir rebondir sur ce qu'il a vécu puis commencer à enlever les barrières en lui disant ah bah oui, je te comprends, moi aussi j'ai vécu ça ou ah oui, effectivement, chez nous. Et là, c'est un moyen de dire ben, regarde, chez nous, on a mis en place un plan de soutien pour la santé mentale, par exemple. C'est des choses qui shiftent la conversation tout de suite pour que le candidat comprenne qu'il n'est pas juste en train de se faire évaluer. Et tu l'évalues pareil, en fait. Tu évalues la personne. Tu n'évalues pas forcément le professionnel à ce moment-là, mais les deux sont tellement liés que. Mmh. Fait que ça, c'est un exemple. Sinon, qu'est-ce que je peux faire pour. Là, aujourd'hui, dans cette rencontre-là, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ça, souvent, ça les gèle.
Ça les gèle, puis ils ne savent pas quoi répondre. Fait que là, tu leur donnes des exemples. Tu lui dis, par exemple, la dernière fois, il y a un candidat qui m'a dit, moi, ça fait 3 entrevues que je fais où j'ai vraiment pas eu beaucoup de retours. Fait que si tu pouvais me donner un vrai feedback à la fin de la rencontre ou après la rencontre, ça m'aiderait beaucoup. Parfait. Je vais m'assurer d'être un peu plus musclé, pas musclé, mais de mettre plus de viande dans mon feedback. Peut-être que je l'aurais fait. J'en donne toujours du feedback, mais il y a des fois où tu vas dire juste l'essentiel. Lui, je vais peut-être donner un peu plus d'informations pour le coacher un peu pour ses prochaines entrevues, que ça marche ou pas avec nous. Ça, c'est une autre question, je trouve, qui est très simple à poser, puis assez vague pour que le candidat s'y reconnaisse. J'aime beaucoup tes exemples. T'en as-tu d'autres? Parce que là, je t'attrape Ouais, à brûle pour point. voilà, je suis habituée. Je suis habituée à la spontanéité. C'est pas mal l'histoire de Humanify, improvisation. Je sais pas réfléchir. Il y a peut-être une question aussi que je te dirais que là, ça va rentrer plus sur de l'évaluation comportementale un peu, ou en tout cas sur de l'évaluation des capacités de la personne, mais tu peux lui poser une question qui est, si toi, tu avais été à la place de ton dirigeant d'entreprise, ou si tu étais dirigeant d'entreprise aujourd'hui et que tu devais revivre la pandémie, qu'est-ce que tu ferais? Comment tu te sentirais? Qu'est-ce que tu ferais, toi, dans ce moment-là? Les candidats apprécient beaucoup, généralement, qu'on leur demande un peu plus les actions, dans le fond, qu'ils auraient fait différent. Puis ce que ça te donne aussi comme information sur lui, c'est que tu peux comprendre comment cette personne-là est capable de se projeter, mais surtout qu'elle est capable d'avoir une prise de recul assez forte là, sur ce qui s'est passé, une maturité professionnelle pour avoir de la rétroaction. Mais surtout, tu lui expliques que tu es ouvert au conseil, tu n'es pas juste en direction, tu lui demandes un petit peu son avis, tu lui demandes comment est-ce qu'il aurait fait. Pas obligé d'appliquer ce qu'il dit, hein, on s'entend. Mais le fait de l'inclure dans des solutions éventuelles ou dans de la rétroaction, déjà, toi, tu peux te repositionner en disant, voici comment nous adresser les choses. Et surtout, ce qui clore bien les choses, encore une fois, dans de l'empathie, c'est d'avouer parfois que nous aussi, on s'est trompé. Ah oui, effectivement, je n'y avais pas pensé. Ou tu vois, cette chose-là, nous, par exemple, je pense qu'on s'est trompé, on a fait telle action, on aurait dû la faire différente. Ça casse encore une fois 100 fois les murs. Tu as un employeur qui est capable de dire je me suis trompée en face d'un candidat, puis là, encore une fois, la conversation shift complètement dans l'entrevue. Merci beaucoup pour ces exemples-là. On a parlé un petit peu là, en quoi c'est un choix en ce moment, là, le recrutement empathique ou pas. T'aurais-tu le goût de rebondir là, sur le choix en ce moment? Comment peut-être, Oui. je ne sais pas, le rendre plus concret au quotidien pour garder les bonnes façons de faire finalement? Oui, exact. Il y a une chose toute simple là. J'ai beaucoup coaché des clients à faire des approches personnalisées et humaines pour que justement augmenter leur chance d'avoir une réponse d'un candidat, positive ou négative. Pour moi, ça a la même valeur. Ça a été beaucoup de travail. Je pense que justement, là, le bâton va changer de main un peu. Il va y avoir plus de candidats à la recherche temporairement, je pense, mais il y en aura beaucoup plus d'applicants aussi. Le choix empathique à faire, c'est de ne pas retomber dans du mass mailing ou dans des approches de volume qui sont dépourvues d'humain, dépourvues de personnalisation. Ça, c'est quelque chose de très simple à ne pas refaire. La valeur est toujours là, même si vous avez plus de candidats, la valeur est toujours là d'en approcher avec une approche comme de storytelling, de copywriting qui est bien étudiée, puis qui est surtout fit avec ce que le candidat décrit de son profil ou de peu importe le lien que vous faites avec eux. Puis, c'est tout simplement, tu sais, il y a beaucoup de candidats qui sont pris en otage dans des processus, là, qui étaient pris en otage dans des processus avant la pandémie parce que c'était des processus qui duraient 8 semaines, parce que là, le gestionnaire veut magasiner, il veut comparer, etc. On a été obligé de se battre pendant 2 ans là-dessus. Encore plus, je pense qu'il ne faut pas lâcher cette donnée, ce combat-là, entre guillemets, parce que tes candidats, ils sont pris, comme je dis, la prise d'otage, elle est évidente. C'est comme toi, quand tu es dans un processus, puis un autre en même temps, que les employeurs ne te donnent pas de nouvelles,
tu te mets à douter, ça fait 2-3 semaines que tu n'as pas de nouvelles, tu ne sais pas si tu vas devoir dire oui à un sans savoir si l'autre te veut. Là, il y a comme toute une situation malaisante qui est vécue par les candidats qu'on peut éviter, tout simplement. C'est pas toujours possible d'aller super vite, mais c'est souvent possible de réduire en tout cas certaines étapes du processus. Donc ça encore, c'est un choix à maintenir. Le choix de laisser des processus lean, je cherche le mot en français, épurés, Mm. processus épuré, efficace. Un des indicateurs, c'est de se dire que si je sors dans la rencontre et que je ne suis pas capable de dire oui ou non, j'embaucherai cette personne-là, je n'ai pas une bonne rencontre. Il faut que je revoie mon processus de rencontre parce que je ne suis pas capable d'évaluer les bonnes affaires. Fait que, en tout cas, ça, c'est aussi des exemples très, très clairs, je pense, de choix à continuer de faire. Puis, tu sais, je suis pas en train de dire que si vous le faites pas ou je suis pas intransigeante dans le sens où on n'est pas parfait. Il faut être indulgent vers ce qu'on fait nous-mêmes en acquisition de talent. Là, on est dans un marché qui a été shaké. Les gens sont épuisés en acquisition de talent, ni plus ni moins. Donc, soyons indulgents. Mais pour moi, c'est la volonté de faire ce choix qui est crucial. Après, l'appliquer dans le quotidien, ça va prendre encore du temps. C'est pas magique. On n'est pas dans un monde de licorne, comme je dis. Il y a des réalités business qu'il faut suivre, mais de continuer à avoir cette volonté de faire attention à son expérience candidat et d'être empathique dans ce qu'on fait, c'est pour moi la clé. Puis ça va même différencier des entreprises de certains compétiteurs. Ben, ça va vite. Encore plus aujourd'hui, là, les médias sociaux sont partout, fait que ça va très vite de laisser des traces de ce genre de mauvaises expériences. Puis peut-être pour finir, qu'est-ce que je voulais dire? C'est encore sur le choix ou le non-choix? Non, je pense que c'est tout. J'ai rien dit finalement. Je l'ai perdu, fait que ça sert à rien, je veux pas, ça va pas revenir. Puis dans les exemples que tu as donnés, je pense que tu as parlé aussi de la façon de faire du Manify. Oui, 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 Donc, évidemment. ça l'a comme parlé de soi aussi. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin ou un conseil de plus pour les entreprises en recrutement ou un mot d'encouragement aussi peut-être pour les candidats? Oui, Donc, bien je te sûr. laisserai le mot de la fin. Ben, les candidats, c'est juste ne faites pas de concessions sur votre bien-être. Parfois, on peut être tenté là, de se faire tordre d'un côté ou d'un autre par un employeur, mais restez fidèle à vos valeurs et à la raison pour laquelle vous souhaitiez partir de votre entreprise. Généralement, quand vous vous faites offrir une contre-offre, réfléchissez bien avant de l'accepter à l'interne, parce que si vous avez voulu repartir, c'est pour certaines raisons. Gardez ces raisons en tête. Ça se peut que la contre-offre elle réponde à votre besoin, mais posez-vous 2 fois plus la question quand vous recevez une contre-offre. Et puis, pour les gens d'acquisition de talent, mon conseil, ce serait juste de dire bon courage déjà. Ça ne va pas être facile, mais il faut se tenir serré là. Puis c'est pas parce que nos volumes de postes baissent ou quoi que ce soit qu'on n'a pas une valeur ajoutée encore plus forte à prendre le temps sur certaines choses qu'on n'avait pas le temps de faire quand le marché était fou, puis qu'on avait 50 postes sur les épaules. C'est le temps de se dire, je vais peaufiner mon bassin de candidats stars, c'est-à-dire des candidats que vous savez que vous allez recruter un jour dans votre vie, dans votre entreprise. Ayez le temps de prendre un café virtuel avec eux, ayez le temps de leur donner quelques conseils, même s'ils ne sont pas à la recherche, ou de leur offrir du soutien s'ils sont à la recherche d'emploi, puis que vous n'avez pas forcément de poste ouvert, mais que vous savez que c'est des candidats qui fit avec votre entreprise. 2 minutes, les mettre en relation avec quelqu'un d'autre de votre réseau, leur faire un petit coucou de la part de votre entreprise pour leur témoigner votre sympathie. C'est le temps de faire ce genre de choses-là parce que, et puis je ne dis pas qu'on est là pour être opportuniste sur le malheur des autres, là, pas du tout. Ce que je dis toutefois, c'est que quand on se positionne en soutien dans des positions ou dans des contextes où on n'est pas en besoin de la personne, l'action est encore plus forte parce que la personne voit que l'empathie, le soutien est vraiment altruiste et non pas par intérêt. Ce serait mon conseil numéro 1 en ce moment. Merci beaucoup, Charlène, pour ton temps aujourd'hui. Puis j'aurais juste le goût là, qu'on se reprenne un peu plus tard sur d'autres sujets. Avec plaisir, Lynn, merci. Merci, à bientôt.